Le 30 juin 1559, Paris vit dans l'euphorie. Les festivités battent leur plein pour célébrer le double mariage de Marguerite de Valois, sœur du roi, avec le duc de Savoie, et celui d'Élisabeth de France, fille du roi, avec Philippe II d'Espagne. Henri II, roi de France depuis 12 ans, a 40 ans et se trouve au sommet de sa puissance. Il vient de signer le traité de Cateau-Cambrésis qui met fin à des décennies de guerre avec l'Espagne et l'Empire. La paix règne enfin sur l'Europe. Le roi Henri II incarne parfaitement l'idéal du souverain Renaissance. Grand, athlétique, passionné par les exercices physiques et les sports de combat, il cultive l'image du chevalier moderne. Contrairement à son père François Ier qui préférait les arts et les lettres, Henri II privilégie l'action et l'exercice militaire. Il excelle dans tous les sports nobles de son époque, l'équitation, l'escrime et surtout les joutes équestres qui constituent sa passion dévorante. Cette passion pour les tournois ne constitue pas un simple passe-temps aristocratique. Henri II y voit un moyen de maintenir l'esprit chevaleresque à une époque où l'artillerie moderne commence à transformer l'art de la guerre. Il organise régulièrement des compétitions dans lesquelles il participe personnellement, bravant tous les dangers. Ses contemporains s'inquiètent parfois de cette témérité royale, mais le roi balaye leurs craintes d'un revers de main. Catherine de Médicis, son épouse depuis 1533, partage ses inquiétudes. Cette femme intelligente et cultivée, issue de la puissante famille florentine des Médicis, observe avec anxiété les prises de risque de son mari. Elle a donné 10 enfants au roi, assurant ainsi la succession dynastique, mais elle redoute constamment les accidents qui pourraient frapper Henri II lors de ses joutes. Ses pressentiments se révéleront prophétiques. Le couple royal présente un contraste saisissant. Henri II, fougueux et impulsif, aime l'action et les démonstrations publiques de force. Catherine de Médicis, réfléchie et prudente, préfère les manœuvres diplomatiques discrètes et les négociations dans l'ombre. Leur mariage, arrangé pour des raisons politiques, a pourtant donné naissance à une complicité réelle, malgré la présence encombrante de Diane de Poitiers, la maîtresse officielle du roi. Henri II voue une véritable obsession aux joutes équestres. Cette passion remonte à sa jeunesse, quand il admirait les prouesses de son père François Ier et des chevaliers de sa cour. Dès son accession au trône en 1547, il multiplie les occasions de démontrer sa valeur au combat singulier. Chaque fête de cour, chaque célébration officielle devient prétexte à organiser des tournois grandioses. Le roi ne se contente pas d'être spectateur de ces divertissements. Il descend régulièrement dans l'arène pour affronter les meilleurs jouteurs du royaume. Cette participation active du souverain stupéfie les ambassadeurs étrangers, habitués à des monarques plus soucieux de préserver leur personne. Henri II considère au contraire que sa bravoure personnelle renforce son autorité et son prestige. Les règles des tournois du XVIe siècle permettent tous les coups. Les jouteurs, protégés par des armures complètes, s'élancent l'un vers l'autre au galop, lance en arrêt. L'objectif consiste à désarçonner l'adversaire ou à briser sa lance sur son écu. Ces chocs violents provoquent régulièrement des blessures graves, parfois mortelles. Les lances, fabriquées en bois dur, peuvent se briser en échardes dangereuses qui transpercent les jointures des armures. Henri II néglige systématiquement ces risques. Il refuse même de porter certaines protections supplémentaires que lui proposent ses écuyers, considérant qu'elles nuiraient à sa liberté de mouvement. Cette insouciance du danger fait partie intégrante de sa personnalité. Le roi estime que sa réputation de guerrier valeureux constitue un atout politique majeur face aux autres souverains européens. La cour s'habitue progressivement à voir son roi prendre ses risques démesurés. Les courtisans applaudissent ses victoires et feignent d'oublier les chutes spectaculaires qui émaillent parfois ses participations. Seuls quelques proches osent exprimer leurs craintes, mais Henri II balaie leurs objections avec un sourire confiant. Il se sent invincible et immortel, comme beaucoup d'hommes de 40 ans au sommet de leur puissance. Catherine de Médicis possède une intuition remarquable qui lui permet souvent d'anticiper les événements. Cette femme cultivée, formée à l'école politique florentine, sait déchiffrer les signes avant-coureurs des catastrophes. Depuis plusieurs mois, elle éprouve une angoisse croissante concernant la passion de son époux pour les joutes équestres. La reine multiplie les tentatives pour dissuader Henri II de participer au tournoi. Elle utilise tous les arguments possibles, la dignité royale, les responsabilités dynastiques, l'exemple à donner aux enfants. Henri II écoute poliment ses remontrances, puis retourne à ses préparatifs guerriers.
Cette obstination royale désespère Catherine de Médicis, qui sent approcher une catastrophe. L'entourage de la reine partage ses appréhensions. Plusieurs courtisans influents tentent également de raisonner le roi, sans plus de succès. Henri II interprète ces mises en garde comme des signes de faiblesse ou de jalousie. Il refuse catégoriquement de renoncer à sa passion, estimant que sa bravoure personnelle constitue un pilier de son autorité monarchique. Catherine de Médicis consulte discrètement des devins et des astrologues, pratique courante à l'époque. Plusieurs d'entre eux lui annoncent des malheurs liés au fer et au sang, sans pouvoir préciser la nature exacte du danger. Ces prédictions renforcent les angoisses de la reine, mais Henri II refuse d'y accorder la moindre créance. Il se moque même ouvertement de ces superstitions qu'il considère indignes d'un souverain moderne. La tension monte progressivement entre les époux royaux. Catherine de Médicis intensifie ses pressions tandis qu'Henri II durcit sa position. Cette bataille domestique reflète un conflit plus profond entre deux conceptions du pouvoir royal. Celle, traditionnelle, qui privilégie la bravoure guerrière, et celle, plus moderne, qui met l'accent sur la prudence diplomatique. Le 30 juin 1559, la lice est dressée rue Saint-Antoine, la plus large artère de Paris, non loin du palais des Tournelles, résidence royale. Cette rue constitue le cadre idéal pour les joutes équestres grâce à sa largeur exceptionnelle et sa proximité du château royal. Des tribunes somptueuses accueillent la cour et les invités de marque venus assister aux festivités. L'atmosphère est à la liesse. Paris tout entier célèbre la paix retrouvée et les alliances matrimoniales qui consolident la position française en Europe. Henri II rayonne de bonheur et de fierté. Il vient de réussir un coup diplomatique majeur en mariant sa fille au roi d'Espagne, transformant ainsi un ennemi héréditaire en allié familial. Le roi revêt son armure de parade, chef-d'œuvre de l'armurerie française. Cette protection, forgée dans les meilleurs ateliers du royaume, allie efficacité défensive et beauté esthétique. Henri II vérifie personnellement chaque pièce, chaque articulation, chaque système de fermeture. Il connaît parfaitement son équipement et fait confiance à sa qualité. Les adversaires du roi appartiennent tous à l'élite militaire française. Ces gentilshommes, rompus aux exercices guerriers, constituent des adversaires redoutables. Mais Henri II ne craint aucune compétition. Il a battu les meilleurs jouteurs de son époque et compte bien continuer sur sa lancée. Sa confiance en ses capacités atteint son paroxysme ce jour-là. Le public se presse aux fenêtres des maisons bourgeoises qui bordent la rue Saint-Antoine. Cette joute royale constitue un spectacle exceptionnel que peu de Parisiens auront l'occasion de revoir. L'excitation populaire contribue à l'ambiance festive qui règne dans le quartier. Personne ne soupçonne que cette journée de liesse va basculer dans l'horreur. Gabriel de Montgomery, capitaine de la garde écossaise du roi, se prépare consciencieusement pour sa joute contre Henri II. Cet homme de 35 ans jouit d'une réputation de guerrier accompli et de jouteur exceptionnel. Sa présence dans la garde écossaise, corps d'élite chargé de la protection rapprochée du roi, témoigne de ses qualités militaires reconnues. Montgomery éprouve un mélange de fierté et d'appréhension à l'idée d'affronter son souverain. L'honneur d'être choisi comme adversaire royal constitue une marque de confiance exceptionnelle, mais la responsabilité pèse lourdement sur ses épaules. Il sait que le moindre accident pourrait avoir des conséquences dramatiques pour sa carrière et sa vie. Le capitaine écossais vérifie minutieusement son équipement. Sa lance, taillée dans un bois dur et parfaitement équilibrée, respecte scrupuleusement les règlements en vigueur. Son armure, moins ornementée que celle du roi mais tout aussi efficace, a été ajustée par les meilleurs armuriers de la cour. Montgomery ne laisse rien au hasard dans cette confrontation prestigieuse. L'homme possède une expérience considérable des joutes équestres. Il a participé à des dizaines de tournois et affronté les meilleurs cavaliers de son époque. Cette expertise lui confère une assurance tranquille face à la perspective de mesurer ses talents à ceux du roi. Il respecte profondément Henri II, mais ne compte pas lui faire de cadeaux dans l'arène. Montgomery monte un destrier puissant, parfaitement dressé pour les joutes. Cette monture, habituée aux chocs violents et au bruit de la bataille, ne bronchera pas au moment décisif. Le capitaine écossais vérifie une dernière fois l'état de son harnachement avant de se diriger vers la lice. Il ignore qu'il va entrer dans l'histoire par la porte de la tragédie. Henri II et Gabriel de Montgomery prennent position aux extrémités opposées de la lice. Les deux cavaliers s'élancent au galop l'un vers l'autre,
lance en arrêt, dans un tonnerre de sabots et d'acclamations. Le public retient son souffle devant ce spectacle grandiose qui oppose le roi de France à l'un de ses meilleurs guerriers. La collision se produit avec une violence inouïe. Les deux lances se brisent simultanément sous la force de l'impact. Henri II vacille sur sa selle mais parvient à conserver son équilibre. L'assistance applaudit cette belle joute qui respecte parfaitement les règles de l'art. Tout semble s'être déroulé normalement jusqu'à ce que le roi porte la main à son casque en poussant un cri de douleur. Un éclat de la lance de Montgomery a traversé la visière royale et s'est fiché dans l'œil droit du roi. L'esquille de bois, projetée avec une force considérable, a transpercé les mailles du casque et pénétré profondément dans la chair. Henri II s'effondre sur l'encolure de son cheval, le sang coulant abondamment de sa blessure. La stupeur fige l'assistance pendant quelques secondes interminables. Personne ne comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Les spectateurs, habitués aux chutes spectaculaires mais sans gravité, tardent à réaliser l'ampleur de la catastrophe. Ce n'est qu'en voyant le sang qui macule l'armure royale que la réalité s'impose brutalement. Gabriel de Montgomery, horrifié par ce qui vient d'arriver, saute de son cheval et se précipite vers le roi. Le capitaine écossais réalise instantanément que sa vie vient de basculer. D'un geste malheureux, il a peut-être tué son souverain et plongé le royaume dans le chaos. La panique commence à gagner l'assistance tandis que les premiers secours se portent vers Henri II. Henri II, extrait de son armure par ses écuyers, présente une blessure effrayante. L'éclat de bois s'est enfoncé profondément dans l'œil droit et a provoqué des dégâts considérables. Le roi souffre atrocement mais conserve sa lucidité. Il rassure son entourage en affirmant que sa blessure n'est pas mortelle, tentant de minimiser la gravité de son état. Catherine de Médicis accourt dès qu'elle apprend l'accident. La reine, qui redoutait depuis si longtemps cette catastrophe, découvre son époux dans un état lamentable. Ses pires pressentiments viennent de se réaliser. Elle prend immédiatement les choses en main et fait transporter Henri II au palais des Tournelles pour qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Les médecins royaux se relaient au chevet du souverain blessé. Leurs connaissances médicales, limitées par l'état de la science de l'époque, ne leur permettent pas de traiter efficacement ce type de traumatisme. Ils tentent diverses thérapeutiques, saignées, purges, cataplasmes, sans obtenir d'amélioration notable. L'infection commence à se développer dans la plaie malgré leurs efforts. Henri II endure son calvaire avec un courage exemplaire. Le roi refuse de se plaindre publiquement et continue à s'intéresser aux affaires du royaume. Il reçoit ses ministres dans sa chambre et signe encore quelques décrets importants. Cette force de caractère impressionne tous ceux qui l'approchent et renforce le respect qu'il inspire à ses sujets. Les nouvelles de l'état royal se répandent rapidement dans Paris, puis dans toute la France. L'inquiétude gagne progressivement tous les milieux sociaux. Chacun comprend qu'une page de l'histoire française pourrait se tourner si Henri II succombait à ses blessures. Les prières se multiplient dans les églises du royaume, tandis que l'incertitude politique commence à peser sur la cour. L'état d'Henri II se dégrade progressivement malgré tous les soins prodigués. Après une longue et douloureuse agonie qui dure 10 jours, le roi de France rend son dernier souffle le 10 juillet 1559. Sa mort plonge le royaume dans un profond désarroi et ouvre une crise dynastique majeure. Catherine de Médicis veille personnellement son époux mourant. La reine, qui avait tant redouté cette issue, fait preuve d'un sang-froid remarquable face à la catastrophe. Elle organise les derniers moments royaux et prépare discrètement la transition politique qui va suivre. Son attitude contraste avec l'affolement général qui règne à la cour. Henri II utilise ses dernières forces pour régler sa succession. Le roi confirme que son fils aîné François, âgé de 15 ans seulement, lui succédera sous le nom de François II. Cette désignation respecte l'ordre successoral normal, mais elle pose un problème majeur. Comment un adolescent inexpérimenté pourra-t-il gouverner un royaume aussi complexe que la France? Le monarque agonisant pardonne publiquement à Gabriel de Montgomery. Ce geste de clémence royale impressionne profondément les contemporains et témoigne de la grandeur d'âme d'Henri II. Le roi comprend que le capitaine écossais n'est qu'un instrument du destin et ne mérite aucun châtiment pour ce drame involontaire. Les derniers instants royaux se déroulent dans une atmosphère de recueillement solennel.
Henri II reçoit les derniers sacrements et prononce quelques paroles d'adieu à sa famille. Sa mort, survenue dans la force de l'âge, stupéfie une cour habituée à voir ce souverain robuste défier tous les dangers. L'incrédulité le dispute à la douleur dans l'entourage royal. François II n'a que 15 ans quand il hérite de la couronne de France. Ce jeune homme frêle et maladif présente un contraste saisissant avec son père athlétique et guerrier. La mort brutale d'Henri II propulse prématurément cet adolescent à la tête du royaume le plus puissant d'Europe, situation périlleuse pour la stabilité française. Le nouveau roi souffre de nombreux problèmes de santé qui handicapent gravement son règne. François II présente un développement physique retardé et des troubles psychologiques qui inquiètent son entourage. Ces faiblesses rendent impossible tout exercice personnel du pouvoir royal et ouvrent la voie aux ambitions de divers groupes de pression. Catherine de Médicis comprend immédiatement qu'elle devra assumer la réalité du pouvoir pendant la minorité de son fils. La reine-mère possède l'expérience politique et la force de caractère nécessaires pour gouverner le royaume, mais sa légitimité reste contestée par de nombreux grands seigneurs qui supportent mal l'autorité d'une femme. François II épouse Marie Stuart, reine d'Écosse, quelques mois avant la mort de son père. Cette union renforce considérablement l'influence de la famille de Guise, oncle maternel de Marie Stuart, qui deviennent les véritables maîtres du royaume. Les Guises, catholiques intransigeants, infléchissent immédiatement la politique française dans un sens plus répressif envers les protestants. L'accession au trône de cet roi enfant fragile crée un vide politique que plusieurs factions s'empressent de combler. Les grandes familles nobles, Guise, Bourbon, Montmorency, se disputent l'influence sur le jeune souverain. Cette rivalité acharnée va bientôt dégénérer en guerre civile ouverte et ensanglanter la France pendant des décennies. Après la mort de François II en 1560, Catherine de Médicis assume officiellement la régence du royaume sous la minorité de son second fils, Charles IX. Cette femme remarquable, jusqu'alors maintenue dans l'ombre par la personnalité écrasante de son époux, révèle alors des qualités politiques exceptionnelles qui vont marquer l'histoire de France. Catherine de Médicis hérite d'une situation catastrophique. Le royaume se divise rapidement entre catholiques et protestants, tandis que les finances royales sombrent dans le déficit chronique. La reine-mère tente initialement de concilier les deux confessions avec l'aide de son chancelier Michel de l'Hospital, mais cette politique de tolérance se heurte à l'intransigeance des extrémistes des deux camps. La nouvelle régente possède une connaissance approfondie des arcanes politiques européens grâce à son origine florentine. Les Médicis ont formé plusieurs générations d'habiles diplomates et Catherine maîtrise parfaitement l'art de la négociation secrète et du compromis tactique. Ses compétences s'avèrent indispensables pour naviguer dans les eaux troubles de la politique française du XVIe siècle. Catherine de Médicis profite de sa nouvelle position pour régler ses comptes avec Diane de Poitiers. La régente chasse impitoyablement l'ancienne favorite de son époux et récupère le château de Chenonceau que Henri II avait offert à sa maîtresse. Cette vengeance tardive témoigne de la rancœur longtemps contenue de Catherine de Médicis contre sa rivale. La reine-mère comprend qu'elle doit s'appuyer sur l'institution monarchique pour résister aux pressions des grands. Elle développe un système de gouvernement centralisé qui renforce l'autorité royale au détriment des pouvoirs locaux. Cette politique absolutiste, poursuivie par ses successeurs, transformera progressivement la monarchie française et préparera l'absolutisme louis XIVien. En 1561, 3 chefs catholiques, le connétable Anne de Montmorency, le duc François de Guise et le maréchal de Saint-André, forment un triumvirat pour maintenir l'orthodoxie religieuse. Cette alliance marque l'échec de la politique de tolérance tentée par Catherine de Médicis et annonce l'ouverture des guerres de religion qui vont déchirer la France. La mort prématurée d'Henri II prive le royaume d'un arbitrage royal fort au moment où les tensions confessionnelles atteignent leur paroxysme. Le roi défunt, malgré son catholicisme sincère, possédait l'autorité nécessaire pour contenir les extrémistes des deux camps. Sa disparition libère des forces centrifuges qui vont bientôt échapper à tout contrôle. Les protestants français, encouragés par la faiblesse du pouvoir royal, sortent de la clandestinité et revendiquent ouvertement leur droit à pratiquer leur culte. Cette audace nouvelle inquiète profondément les catholiques qui y voient une menace directe contre l'unité religieuse du royaume.
Les incidents se multiplient entre les deux communautés, préparant l'embrasement général. Catherine de Médicis tente désespérément de maintenir l'équilibre entre les factions rivales, mais ses efforts se heurtent à l'intransigeance croissante des extrémistes. La régente comprend que seule la force pourra désormais trancher les différends religieux. Elle commence discrètement à armer ses partisans et à négocier des alliances avec les puissances européennes. Le massacre de Wassy, perpétré par François de Guise en 1562, déclenche officiellement la première guerre de religion. Ce carnage, qui fait plusieurs dizaines de victimes protestantes, constitue la première grande violence confessionnelle de l'époque moderne. Il inaugure un cycle de massacres et de représailles qui va ensanglanter la France pendant plus de 30 ans. La mort d'Henri II compromet gravement l'avenir de la dynastie des Valois. Le roi laisse certes 10 enfants à Catherine de Médicis, mais plusieurs d'entre eux présentent des problèmes de santé préoccupants qui hypothèquent la succession royale. Cette fragilité dynastique contribue à l'instabilité politique du royaume. François II meurt prématurément en 1560, après un règne de seulement 1 an. Son frère Charles IX lui succède, mais ne règne que jusqu'en 1574, emporté lui aussi par la maladie à 24 ans. Henri III, le troisième fils, accède alors au trône, mais meurt assassiné en 1589 sans laisser d'héritier mâle. Cette hécatombe dynastique plonge la France dans une crise successorale majeure. L'extinction de la branche directe des Valois ouvre la voie à Henri de Navarre, descendant de Saint-Louis par les Bourbons. Mais ce prince protestant doit conquérir son trône par les armes face à la Ligue catholique qui refuse son autorité. La guerre civile se prolonge ainsi jusqu'en 1598, date de la publication de l'édit de Nantes qui rétablit temporairement la paix religieuse. Catherine de Médicis assiste impuissante à l'effondrement progressif de sa lignée. Cette mère courage, qui a tout sacrifié pour préserver l'héritage de ses enfants, voit ses efforts réduits à néant par les circonstances tragiques. Elle meurt en 1589, quelques mois avant l'assassinat de son dernier fils, sans avoir pu sauver sa dynastie. L'ironie de l'histoire veut que la mort accidentelle d'Henri II, survenue lors d'une fête célébrant la paix européenne, déclenche des décennies de guerre civile en France. Ce paradoxe illustre parfaitement la fragilité des équilibres politiques de l'époque moderne et l'importance cruciale de la personne royale dans la stabilité des monarchies. La disparition brutale d'Henri II bouleverse l'équilibre européen laborieusement établi par le traité de Cateau-Cambrésis. Les puissances rivales, Espagne, Empire, Angleterre, observent attentivement l'évolution de la crise française et tentent d'en tirer profit pour leurs propres ambitions territoriales ou confessionnelles. Philippe II d'Espagne, beau-fils d'Henri II par son mariage avec Élisabeth de France, surveille de près les développements français. Le roi catholique craint que l'instabilité française ne favorise la progression du protestantisme en Europe. Il n'hésitera pas à intervenir militairement pour soutenir la Ligue catholique contre Henri de Navarre. L'Angleterre d'Élisabeth Ier adopte une stratégie inverse et soutient discrètement les protestants français. Cette politique vise à affaiblir la France catholique et à empêcher une réconciliation entre Paris et Madrid qui menacerait l'indépendance anglaise. Les guerres de religion françaises deviennent ainsi un enjeu majeur de la rivalité anglo-espagnole. L'Empire germanique, déjà divisé par les conflits confessionnels issus de la Réforme, redoute la contagion des troubles français. Les princes allemands craignent que l'exemple français n'encourage leurs propres sujets à contester l'autorité impériale. Cette inquiétude explique la prudence de l'empereur face aux événements français. La papauté, directement concernée par le conflit religieux français, multiplie les interventions diplomatiques pour soutenir le parti catholique. Rome finance les armées de la Ligue et excommunie Henri de Navarre pour l'empêcher d'accéder au trône. Cette politique intransigeante contribue à durcir les positions et à prolonger la guerre civile. Gabriel de Montgomery, malgré le pardon royal, devient un homme marqué par le destin. Le capitaine écossais comprend que sa position à la cour française est désormais intenable. Les partisans d'Henri II lui reprochent la mort de leur roi, même si l'accident résulte d'un concours de circonstances malheureuses. Montgomery quitte discrètement la France peu après les funérailles royales. Il rejoint l'Angleterre, où il espère refaire sa vie, loin des regards accusateurs. Mais son passé le rattrape rapidement. Catherine de Médicis n'oublie jamais l'homme qui a tué son époux.
même involontairement. La reine-mère nourrit une rancune tenace contre le capitaine écossais. L'ancien garde du corps royal embrasse progressivement la cause protestante, peut-être par opposition au catholicisme intransigeant des Guises. Cette conversion religieuse lui ouvre de nouvelles perspectives, mais aggrave aussi sa situation vis-à-vis du pouvoir français. Montgomery devient un ennemi déclaré de Catherine de Médicis, qui le considère comme un traître doublement coupable. Le capitaine participe activement aux guerres de religion du côté protestant. Il commande plusieurs expéditions militaires et s'illustre par sa bravoure au combat. Mais ces faits d'armes héroïques ne peuvent effacer le souvenir tragique du 30 juin 1559. Montgomery reste avant tout l'homme qui a tué Henri II. Catherine de Médicis parvient finalement à se venger en 1574. Gabriel de Montgomery, capturé lors d'une expédition en Normandie, est jugé et exécuté sur ordre de la reine-mère. Cette vengeance tardive, qui survient 15 ans après la mort d'Henri II, témoigne de la ténacité implacable de Catherine de Médicis. L'ancien capitaine de la garde écossaise paie ainsi de sa vie un accident tragique qui a changé le cours de l'histoire. La mort d'Henri II dans ce tournoi fatidique illustre parfaitement la fragilité du pouvoir monarchique à l'époque moderne. Un simple accident sportif suffit à bouleverser l'ordre européen et à déclencher des décennies de guerre civile. Cette tragédie démontre l'importance cruciale de la personne royale dans les monarchies d'Ancien Régime. L'événement marque aussi la fin d'une époque. Henri II incarnait l'idéal chevaleresque de la Renaissance, cette synthèse entre la tradition médiévale et les innovations modernes. Sa mort sonne le glas de cette conception héroïque du pouvoir royal et ouvre la voie à une monarchie plus prudente, plus calculatrice, incarnée par ses successeurs. Le tournoi du 30 juin 1559 constitue paradoxalement le dernier grand tournoi de l'histoire de France. Après cette catastrophe, les joutes équestres disparaissent progressivement des festivités royales. Les monarques suivants préfèrent des divertissements moins risqués. Ballets, opéras, feux d'artifice remplacent les combats singuliers dans les fêtes de cour. Catherine de Médicis tire les leçons de cette tragédie et développe un style de gouvernement radicalement différent de celui de son époux. La reine-mère privilégie la diplomatie secrète, les alliances matrimoniales, les compromis politiques plutôt que les démonstrations de force spectaculaires. Cette évolution préfigure les méthodes gouvernementales de l'époque moderne. La mort d'Henri II transforme radicalement la situation religieuse française. Le roi défunt, malgré son catholicisme sincère, maintenait un équilibre fragile entre les confessions. Sa politique répressive envers les protestants restait mesurée et n'avait pas encore dégénéré en persécution systématique. La disparition de cette autorité modératrice libère les forces extrémistes. François de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, profitent de l'accession de François II pour durcir considérablement la répression anti-protestante. Ces hommes intransigeants, qui contrôlent désormais le pouvoir royal, lancent une véritable chasse aux hérétiques qui radicalisent l'opposition huguenote. Les bûchers se multiplient dans tout le royaume. Les protestants français, menacés d'extermination, n'ont plus d'autre choix que la résistance armée. La conjuration d'Amboise, tentative désespérée pour arracher François II à l'influence des Guises, échoue en 1560, mais révèle l'ampleur de l'opposition huguenote. Cette radicalisation réciproque rend impossible toute solution pacifique au conflit religieux. L'Église catholique française, encouragée par la fermeté des Guises, abandonne toute velléité de dialogue avec les réformés. Les évêques, réunis en assemblée extraordinaire, réclament l'application intégrale des décrets du Concile de Trente et l'éradication complète de l'hérésie protestante. Cette intransigeance ecclésiastique alimente la spirale de violence. La mort d'Henri II prive également les catholiques modérés de leur principal soutien. Ces hommes, partisans d'une réconciliation négociée, se trouvent marginalisés par l'influence croissante des extrémistes. Le parti des politiques, mené par Michel de l'Hospital, peine à se faire entendre dans ce climat de tension exacerbée. L'accident du 30 juin 1559 accélère l'évolution institutionnelle de la monarchie française vers l'absolutisme. La faiblesse des successeurs d'Henri II contraint Catherine de Médicis à renforcer l'appareil bureaucratique royal pour compenser l'insuffisance de l'autorité personnelle des souverains.
Cette centralisation administrative préfigure les réformes de Richelieu et de Louis XIV. Catherine de Médicis développe un réseau d'espionnage sophistiqué pour surveiller les activités des grands seigneurs. Cette police secrète, ancêtre de l'administration moderne, lui permet de déjouer plusieurs complots et de maintenir un semblant d'ordre dans le royaume. L'État monarchique gagne en efficacité ce qu'il perd en prestige chevaleresque. La reine-mère révolutionne aussi les méthodes diplomatiques françaises. Elle privilégie les négociations secrètes, les alliances temporaires, les retournements tactiques plutôt que les engagements solennels de l'époque féodale. Cette diplomatie moderne, fondée sur l'intérêt national plutôt que sur l'honneur dynastique, influence durablement la politique extérieure française. Les finances royales, déjà obérées par les guerres d'Italie, sombrent définitivement dans le déficit chronique après 1559. Les guerres de religion coûtent une fortune au trésor royal et obligent Catherine de Médicis à multiplier les expédients fiscaux. Cette crise financière permanente handicape gravement l'action gouvernementale et nourrit le mécontentement populaire. L'armée royale connaît également une profonde transformation. L'effondrement de l'idéal chevaleresque, symbolisé par la mort d'Henri II, accélère la modernisation militaire. L'artillerie devient l'arme décisive, reléguant la cavalerie lourde au second plan. Cette évolution technique transforme l'art de la guerre et modifie l'équilibre social du royaume. La mort tragique d'Henri II inspire une abondante littérature mélancolique qui marque la fin de l'optimisme renaissant. Les poètes de la Pléiade, Ronsard, du Bellay, Baïf, composent de nombreux poèmes funèbres qui expriment le désarroi de leur génération face à cette catastrophe imprévisible. Cette veine élégiaque influence durablement la poésie française. Pierre de Ronsard, poète officiel de la cour, compose plusieurs odes déplorant la mort du père des arts. Ces œuvres, empreintes d'une profonde tristesse, contrastent violemment avec les hymnes triomphaux de la première partie du règne d'Henri II. Cette évolution stylistique reflète le changement d'atmosphère qui suit l'accident royal. L'architecture française abandonne progressivement le style italianisant privilégié par Henri II. Les châteaux construits après 1559 adoptent un style plus austère, moins décoratif, qui reflète l'esprit du temps. Cette sobriété nouvelle préfigure l'art classique français du grand siècle et marque une rupture avec l'exubérance décorative de la première Renaissance. Les fêtes de cour perdent leur caractère spectaculaire après la mort d'Henri II. Catherine de Médicis, malgré son goût pour les divertissements somptueux, évite soigneusement tout ce qui pourrait rappeler les tournois fatals. Cette prudence transforme l'étiquette royale et influence l'évolution des mœurs aristocratiques. L'art du portrait connaît un développement remarquable sous l'influence de Catherine de Médicis. La reine-mère, soucieuse de perpétuer la mémoire de sa famille, commande de nombreux portraits de ses enfants aux meilleurs peintres de l'époque. Ces œuvres témoignent de l'angoisse dynastique qui hante la veuve d'Henri II. La mort d'Henri II survient à un moment particulièrement délicat pour l'économie française. Le royaume sort d'une longue période de guerre coûteuse contre l'Espagne et l'Empire, et les finances royales accusent un déficit considérable. L'instabilité politique qui suit l'accident aggrave encore cette situation critique. Les guerres de religion qui déchirent la France après 1562 ruinent littéralement le pays. Les campagnes sont dévastées par les armées en mouvement, les villes subissent des sièges destructeurs, le commerce international s'effondre. Cette crise économique majeure handicape durablement le développement français et profite aux rivaux européens. Catherine de Médicis tente de renflouer les caisses royales en multipliant les expédients fiscaux. Elle crée de nouveaux impôts, vend des offices, aliène des domaines royaux, emprunte massivement auprès des banquiers italiens. Ces mesures d'urgence pèsent lourdement sur les sujets du roi et alimentent les révoltes populaires. L'inflation monétaire, phénomène européen lié à l'afflux d'or américain, frappe particulièrement durement la France affaiblie par les troubles civils. Les prix s'envolent tandis que les revenus stagnent, provoquant une paupérisation générale de la population. Cette crise du coût de la vie exacerbe les tensions sociales et religieuses. L'artisanat français pâtit gravement de l'instabilité politique. De nombreux artisans protestants émigrent vers l'Angleterre, les Pays-Bas ou l'Allemagne pour fuir les persécutions religieuses.
Cette saignée démographique prive le royaume de compétences précieuses et enrichit ses rivaux commerciaux. L'accident du 30 juin 1559 devient rapidement un symbole de la fragilité du destin humain. Les chroniqueurs de l'époque y voient Hafo la main de la Providence punissant l'orgueil royal, tandis que les moralistes en tirent des leçons sur la vanité des grandeurs terrestres. Cette interprétation providentialiste influence durablement la conscience historique française. Nostradamus, l'astrologue provençal, prétend avoir prédit cette catastrophe dans l'un de ses quatrains célèbres. Le lion jeune le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir, mort cruelle. Cette prédiction, sans doute apocryphe, contribue néanmoins à la légende nostradamienne. Les historiens des siècles suivants font de la mort d'Henri II un tournant majeur de l'histoire française. Voltaire y voit l'origine des guerres de religion, Michelet le début de la décadence des Valois. Cette grille de lecture téléologique, qui cherche les causes lointaines des événements ultérieurs, influence durablement l'historiographie française. La figure de Catherine de Médicis, longtemps diabolisée par la propagande protestante, bénéficie d'un réexamen plus équitable de la part des historiens modernes. Ces derniers soulignent la difficulté extraordinaire de sa tâche et reconnaissent ses qualités politiques exceptionnelles. Cette réhabilitation tardive rend justice à une femme remarquable injustement calomniée. Gabrielle de Montgomery reste dans la mémoire collective comme l'instrument involontaire d'une catastrophe historique. Sa figure tragique inspire plusieurs romanciers du XIXe siècle qui exploitent le potentiel dramatique de son destin. Cette postérité littéraire perpétue le souvenir d'un homme broyé par les circonstances. Le 30 juin 1559, en quelques secondes fatales, le cours de l'histoire européenne bascule définitivement. Ce qui devait être une fête joyeuse célébrant la paix retrouvée se transforme en tragédie nationale dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. Henri II, roi au sommet de sa puissance, tombe sous les coups du destin au moment où il savoure ses plus grands succès diplomatiques. Cette mort accidentelle illustre parfaitement la fragilité des équilibres politiques de l'époque moderne. Un simple incident sportif suffit à déclencher une crise dynastique majeure qui plonge la France dans le chaos. L'ironie du sort veut qu'un roi mort en pratiquant son sport favori laisse un royaume déchiré par les guerres civiles qu'il avait réussi à éviter. La tragédie personnelle d'Henri II devient rapidement une catastrophe nationale. La France, privée de son guide naturel, sombre dans l'anarchie confessionnelle et politique. Les guerres de religion qui ensanglantent le royaume pendant plus de 30 ans trouvent leur origine dans cette mort prématurée qui prive le pays d'un arbitrage royal fort. Catherine de Médicis, propulsée malgré elle au premier plan politique, révèle des qualités exceptionnelles qui lui permettent de sauver la monarchie française. Cette femme remarquable, longtemps maintenue dans l'ombre, devient l'une des figures les plus importantes de son époque. Son action déterminante prouve que l'histoire naît souvent du concours imprévisible des circonstances. Le tournoi fatal du 30 juin 1559 marque symboliquement la fin de l'idéal chevaleresque médiéval et l'avènement d'une conception plus moderne du pouvoir royal. Henri II disparaît avec un monde révolu, celui des rois chevaliers qui dirigeaient leur peuple par l'exemple personnel. Ses successeurs développeront d'autres méthodes de gouvernement, plus prudentes mais aussi plus efficaces. Cette tragédie historique démontre une fois de plus que les grands événements naissent souvent de causes dérisoires. Un éclat de bois mal dirigé bouleverse l'équilibre européen et déclenche des décennies de violence confessionnelle. Cette leçon d'humilité rappelle que l'histoire échappe largement aux calculs humains et obéit à sa logique propre. Gabrielle de Montgomery, instrument involontaire de cette catastrophe, paie de sa vie un accident tragique qu'il n'a jamais voulu. Son destin illustre cruellement la condition de ces hommes qui deviennent, malgré eux, les acteurs de l'histoire. Pardonne par Henri II mourant, mais jamais par Catherine de Médicis, il expie pendant 15 ans une faute qu'il n'a pas commise. Ainsi se termine cette journée du 30 juin 1559 qui devait célébrer la grandeur française et qui ouvre au contraire une des périodes les plus sombres de l'histoire du royaume. Un tournoi fatal change le destin d'une nation et prouve une fois de plus que l'histoire tient parfois à peu de choses.
La mort tragique d'Henri II rappelle que les plus grands souverains restent mortels et que leur disparition peut bouleverser l'ordre du monde. L'accident qui coûte la vie au roi de France illustre parfaitement cette vérité éternelle. Nul n'est à l'abri des coups du sort, même les plus puissants. Henri II, qui défiait tous les dangers par bravade chevaleresque, succombe finalement à un hasard malheureux qui anéantit en quelques instants des années de construction politique. Cette leçon de modestie résonne encore aujourd'hui et nous rappelle la fragilité de toutes les entreprises humaines.